Imaginez l'acte suivant. On ouvre délibérément la chair d'un être vivant. On altère son anatomie. C'est une violence physique inouïe quand on y pense. Ouais, c'est clair. C'est même le paradoxe brutal de la chirurgie, en fait. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent au passage. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravi de plonger là-dedans aujourd'hui parce que la chirurgie, c'est pas juste de la mécanique appliquée, c'est un vrai champ de mine morale. Absolument. Et je suis ravie d'être là pour décortiquer ça avec toi. On va se baser sur un document vraiment fondateur aujourd'hui, le module 1 sur l'éthique et la déontologie chirurgicale. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de rendre tout ce jargon médical et éthique hyper limpide pour notre audience. Parce qu'il y a une spécificité cruciale ici. Laquelle? Eh bien, le contexte, la source est strictement vétérinaire. Donc le patient sur la table, il ne peut pas parler, il ne donne pas son consentement. Son sort dépend entièrement d'un tiers. Ouais, le propriétaire. Ça change toute la dynamique médecin-patient. Cette triangulation entre le chirurgien, l'animal muet et le client, ça rend la prise de décision infiniment plus complexe. C'est fascinant. Du coup, comment on justifie cette violence initiale dont je parlais? Eh bien, tout repose sur un principe hérité d'Hippocrate, le fameux primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire. La finalité, c'est la sécurité et le bien-être du patient. Attends, si le but c'est de ne pas nuire, couper quelqu'un avec un scalpel, c'est contradictoire, non? En apparence, oui. C'est ce que le document appelle la justification du dommage temporel. On accepte de créer un dommage immédiat uniquement si ça amène une guérison supérieure. Ah ouais, je vois. C'est un peu comme... tiens, imaginons une urgence dans une maison. T'as une fuite d'eau catastrophique derrière un mur porteur. Ok, je te suis. T'es forcé de prendre une masse et d'éclater le mur. Tu crées des dégâts immédiats, de la poussière, un chaos total. Mais c'est la seule façon d'atteindre le tuyau et de sauver la maison de l'effondrement. C'est une super analogie. L'invasion chirurgicale, c'est exactement ça. Le coup de scalpel n'est légitime que si le bénéfice final dépasse largement le traumatisme initial. Donc si l'opération cause plus de souffrance que la maladie elle-même, L'opération perd toute justification éthique. Ça devient de l'agression pure et simple. Et c'est là qu'intervient la notion de praxis dans notre document. la praxis, je crois que notre audience voit bien la différence entre la morale, nos convictions du bien et du mal, et l'éthique. Mais la déontologie et la praxis là-dedans, Alors, la déontologie, ce sont les règles strictes de la profession. Et la praxis, c'est l'application pratique, l'impact direct de tes actes sur le vivant. ok. Donc que se passe-t-il si un chirurgien suit le manuel de déontologie à la lettre, mais que l'opération foire et que l'animal meurt? C'est là qu'on percute le mur de la réalité. Le texte est catégorique là-dessus, l'équipe chirurgicale porte l'entière responsabilité des conséquences. Ah ouais. Même s'ils ont suivi toutes les règles. Même s'ils ont tout bien fait sur le papier, tu peux pas utiliser le protocole comme un bouclier pour te dédouaner moralement. Si ton évaluation des risques était mauvaise, ta conscience va en prendre un coup. C'est d'une lourdeur colossale en fait. Il faut une sacrée solidité psychologique pour encaisser ça. Exactement. L'éthique exige d'affronter cet échec frontalement. Faut se demander si c'était une anomalie imprévisible de l'animal ou, et c'est souvent le cas, une arrogance du chirurgien sur ses propres capacités. Ce qui nous amène à la personne qui tient le scalpel. Le document aborde une obligation hyper intéressante, la responsabilité de dériver. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dérivé, dans ce contexte, c'est le devoir absolu de transférer le patient à un autre spécialiste. Si t'as pas les compétences ou l'équipement pour une chirurgie thoracique complexe, par exemple, tu te retires. Tu passes le relais, quoi. Voilà, tu diriges le propriétaire vers un confrère plus qualifié. C'est une obligation éthique majeure, hein. Mais enfin, il y a une énorme friction sociétale là-dessus, non? Surtout en médecine. Comment ça? On cultive vachement le mythe du spécialiste hyper confiant, le fameux ego de chirurgien capable de miracles. Les clients angoissés cherchent cette certitude aveugle. Ouais, c'est très vrai. Exiger d'un chirurgien qu'il ait l'assurance de trancher dans le vif, tout en ayant l'humilité d'avouer qu'il n'est pas à la hauteur, c'est un grand écart mental quasi impossible. Et c'est exactement là que beaucoup craquent. L'ego, c'est le principal vecteur de mortalité au bloc. Pour contrer ça, le module impose un système de valeurs résumé par les 3 H. Les 3 H, humanité, humilité et honnêteté. J'imagine que ça prend un sens très particulier au bloc opératoire. Totalement. Le premier, l'humanité, c'est la barrière contre la désensibilisation. Quand c'est ta 10e opération de la journée, faut pas commencer à voir l'animal comme juste un bout de viande à réparer. Ouais, il faut garder cette empathie active face à la douleur. C'est ça.
Le deuxième H, c'est l'humilité. Ça rejoint directement notre histoire de dérivation du patient. Donc connaître ses limites au millimètre près. Exactement. C'est une analyse froide de ses capacités. Un chirurgien humble sait quand passer la main avant que ça tourne au drame. C'est l'humilité qui protège la vie. C'est puissant ça. Et le troisième H, l'honnêteté. Là, c'est fascinant parce que le chien ou le chat peut pas raconter ce qui s'est passé pendant l'anesthésie. Non, le patient est muet et le propriétaire dans la salle d'attente est totalement dépendant du récit du praticien. Donc si le chirurgien fait une erreur, La déontologie impose une transparence totale. Il doit sortir du bloc, regarder le client dans les yeux et avouer son erreur ou sa négligence. waouh, pas de jargon technique pour enfumer le client. Surtout pas. Faut assumer la mauvaise praxis. C'est ultra violent pour l'ego du chirurgien, mais c'est vital pour préserver la confiance envers la profession. En fait, c'est pas juste des grands principes philosophiques. Le document descend vraiment dans le quotidien de la clinique. Il y a d'autres valeurs mentionnées, non? Oui, la solidarité, le respect, mais aussi des choses hyper pragmatiques, comme la ponctualité ou l'hygiène obsessionnelle. Attends, la ponctualité, non? C'est pas juste de la politesse pour le coup. Pas du tout. Chaque minute de retard, c'est du temps d'anesthésie inutile en plus pour l'animal. Ça augmente direct les risques cardiaques. Ah ouais, la morale devient littéralement un paramètre physiologique. Exactement. Pareil pour la propreté. C'est pas pour faire joli. Une négligence sur l'hygiène, c'est une infection nosocomiale assurée. Tout ça, c'est magnifique en théorie. Mais sur le terrain, ces 3 H se heurtent au mur de la réalité économique des cliniques. Il y a des factures à payer, des cadences à tenir. Bien sûr. Et c'est pour ça que le module introduit un autre concept pour la gestion clinique, les 3 E. Efficacité, efficience et équité. On commence par l'efficacité. L'efficacité, c'est le succès médical pur. L'animal est guéri, la procédure a bien marché, le dommage temporel a produit le bien-être escompté. Ok, ça c'est le but, recherché. Mais le problème arrive avec le deuxième E, l'efficience. Ah, l'efficience, c'est la dimension économique, l'optimisation. Faire plus avec moins de ressources, réduire le temps au bloc, économiser sur le matériel. Et le troisième E vient compliquer l'équation, l'équité. Ça veut dire que le traitement doit être de la même qualité, que le propriétaire soit très riche ou en situation de précarité. Le standard de bonne pratique doit être universel. Mais du coup, efficacité et efficience sont complètement en guerre sur le terrain. Souvent, oui. C'est comme une brigade de cuisine. L'efficacité, c'est sortir un plat parfait. Mais si la direction impose l'efficience économique maximale, genre sortir 500 plats avec 2 cuisiniers, Tu finis par servir de la viande crue. exactement, l'optimisation détruit le résultat final. Et le document illustre super bien ce désastre avec l'exemple des stérilisations massives. C'est le cas pratique parfait d'un effondrement déontologique. Le but de ces campagnes, c'est de traiter un maximum d'animaux errants avec un budget dérisoire. Donc la pression sur l'efficience est au maximum. Voilà. Pour tenir le budget, ils opèrent à la chaîne. Et là, les gestes invisibles, ceux qui coûtent du temps ou de l'argent, sautent les uns après les autres. C'est quoi concrètement la mauvaise pratique décrite par la source cons? C'est glaçant. Les chirurgiens arrêtent de changer de gants stériles entre 2 animaux. Ils zappent complètement l'autoclave. L'appareil pour stériliser les instruments à haute température. Oui, ça prend trop de temps. À la place, ils trempent vite fait les bistouris dans du désinfectant. Et le champ opératoire n'est même plus nettoyé correctement. Le pire, c'est que sur le papier, la clinique pense être hyper efficiente. Le coût par animal est ultra bas, les tableaux Excel sont ravis. Sauf que médicalement, l'efficacité et l'équité sont pulvérisées. Le résultat, c'est une explosion des infections graves. On mutile des animaux en masse sans leur apporter la guérison promise. Le fameux « avant tout ne pas nuire » disparaît complètement. Tout ça pour économiser des gants. Et c'est une rupture de l'équité totale. Ils bradent la sécurité parce que ce sont des animaux des rues. Aucun de ces vétérinaires n'accepterait de faire ça dans une clinique luxueuse. L'économie écrase la déontologie. Mais le texte donne aussi la version de la bonne pratique pour ce même scénario non exi. Heureusement, oui. La bonne praxis exige que la stérilité soit non négociable, peu importe le budget. Tu passes le matériel à l'autoclave, tu changes de gants. Même si ça veut dire opérer 15 animaux dans la journée au lieu de 50. Exactement. L'efficience ne doit jamais outrepasser la sécurité. C'est là qu'on comprend pourquoi le chirurgien doit avoir intégré les 3 H au plus profond de lui. Ouais, parce que s'il n'a pas l'humilité et l'honnêteté, s'il n'a pas le courage d'affronter son directeur pour dire non, je n'opère pas dans ces conditions, il va plier. Sans cette intégrité psychologique, le système déraille. La déontologie, c'est pas juste un manuel, c'est la décision de jeter une paire de gants usagés malgré les consignes d'économie.
C'est ça qui garantit que l'acte reste une guérison et pas juste une prestation technique dictée par le fric. Exactement. Toute cette mécanique intellectuelle est vraiment fascinante. Tenir la vie d'un être vulnérable entre ses mains, ça demande une armature morale en béton. Face à l'ego, au rythme, aux coupes budgétaires, la salle d'opération est vraiment un laboratoire redoutable de la nature humaine. C'est une super conclusion, c'est un combat de chaque instant. Et ça m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr, on parle de chirurgie vétérinaire aujourd'hui, mais si on transpose cette exigence à nos propres vies professionnelles, C'est-à-dire? imaginons qu'on applique cette déontologie partout, justifier les inconforts temporaires qu'on cause, avoir la lucidité radicale de connaître nos limites pour passer le relais. Et surtout stopper net l'efficience aveugle quand elle détruit l'intégrité de notre travail. Voilà. Si on refusait tous de brader la sécurité et l'équité pour faire plaisir à un tableau Excel, nos entreprises ne seraient-elles pas fondamentalement plus saines? C'est une sacrée question à méditer. En effet, ça laisse à réfléchir. Merci de m'avoir accompagné pour décrypter tout ça aujourd'hui. Et merci à notre audience de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Il y a environ 4000 ans, un chirurgien qui a raté son opération n'écopait pas d'un simple procès pour faute professionnelle. On lui retirait pas sa licence, quoi. S'il commettait une erreur fatale, la loi exigeait qu'on lui coupe la main. Au coup près, carrément. C'est une réalité historique assez glaçante. Littéralement glaçante, oui. Et c'était la justice de l'époque. Ça nous rappelle à quel point le fait d'ouvrir le corps humain a toujours été perçu comme un acte d'une gravité absolue. On est vraiment à la frontière entre le miracle et le meurtre, tu vois. Et c'est exactement ce vertige qui nous amène à notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Je suis ravi de plonger là-dedans avec toi, car nous avons mis la main sur des notes de cours incroyablement denses. Elles sont tirées d'un document de référence qui s'intitule simplement « Module 2, Histoire et principes de la chirurgie ». Un titre un peu austère, mais le contenu est fascinant. Totalement. Et notre objectif pour cette session, c'est la clarté absolue. Je promets à ceux qui nous écoutent que chaque concept de ce module sera disséqué et rendu parfaitement limpide. À la fin de cette écoute, n'importe qui comprendra parfaitement l'évolution et les règles hyper strictes de la chirurgie moderne. Car l'histoire de la médecine est souvent bien plus palpitante qu'un roman d'aventure. Oh que oui. C'est rempli de rebondissements, de tragédies et de découvertes assez folles. Bon, décortiquons tout ça. Les sources commencent par la pratique la plus ancienne documentée, la trépanation. Donc, le fait de percer un trou dans un crâne humain bien vivant. Ouais, et avec des outils en silex ou en os, sans aucune assistance technologique ni électricité. C'est vertigineux. Franchement, faire une trépanation antique, c'est un peu comme essayer de faire du bricolage de haute précision, genre réparer une montre avec un gros marteau et sans lumière. C'est une super analogie. C'était de la survie pure. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que les archéologues ont prouvé que ces patients survivaient. Comment c'est biologiquement possible de prouver ça des millénaires plus tard? Ce qui est fascinant ici, c'est la biologie de la cicatrisation osseuse. En fait, sur les crânes qu'on a retrouvés, les bords des trous de trépanation ne sont pas tranchants ou brisés. Ah, ils sont comment alors? Ils sont lisses, complètement arrondis. Et ça signifie que les ostéoblastes, ce sont les cellules qui reconstruisent l'os, ont eu le temps de remodeler la zone pendant des mois, voire des années après l'intervention. Waouh! Donc, le patient a non seulement survécu au traumatisme, mais son corps a réussi à guérir. Exactement. Le corps humain a une résilience incroyable. Mais bon, ça restait quand même de l'expérimentation d'une dangerosité extrême. Et ça nous remène à ma première remarque sur les mains coupées. Ah oui, le fameux code de Hammurabi. Voilà. Nos sources soulignent l'importance de ce texte babylonien antique. C'est lui qui instaurait ces châtiments corporels pour les chirurgiens. Mais j'ai envie de te poser une question cruciale. Comment ces anciennes civilisations essayaient-elles d'encadrer une pratique aussi dangereuse sans tout bloquer? Parce que si l'échec est puni par la mutilation, plus personne veut opérer, non? C'est une excellente objection. Et c'est tout à fait la lecture moderne qu'on pourrait en faire. On se dit que l'innovation s'arrête net. Oui, c'est terrifiant. Mais si on replace ça dans le contexte, ce texte représente la toute première tentative de la société pour réglementer la pratique médicale et protéger les patients. Avant ça, n'importe qui pouvait s'improviser guérisseur. Et mutiler des gens dans l'arrière-boutique, quoi. Exactement. Le code de Hammurabi marque vraiment le passage de l'expérimentation sauvage à une profession avec des conséquences légales. Il imposait l'idée que la vie humaine a une valeur et que l'altérer exige des compétences réelles. D'accord, je vois. C'est la naissance de la responsabilité médicale, en fait. Voilà, c'est exactement ça.
Mais même avec ces lois en place, nos sources montrent que la chirurgie s'est heurtée pendant des siècles à 3 murs biologiques infranchissables. Oui, la fameuse trinité des obstacles chirurgicaux. L'hémorragie, la douleur et l'infection. Pour vulgariser un peu, j'imagine qu'opérer un patient à l'époque, c'était comme essayer de réparer la tuyauterie d'une maison pendant que les tuyaux explosent de partout, ça c'est l'hémorragie. Très visuel, oui. Pendant que l'alarme incendie hurle à te rendre sourd, ça c'est la douleur. Et que la maison prend littéralement feu autour de toi, l'infection. C'est une métaphore parfaite. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on comprend vite pourquoi ces 3 éléments formaient un plafond de verre absolu pour la médecine. Tant qu'on n'avait pas vaincu ça, aucune opération interne n'était survivable. Aucune. Parlons de l'hémorragie, par exemple. Sans pince moderne pour clamper les vaisseaux, ouvrir un ventre, c'est s'exposer à une perte de pression sanguine fatale en genre 2 ou 3 minutes. C'est foudroyant. Et la douleur alors? Parce que, au-delà du fait éthique de voir quelqu'un souffrir atrocement, C'est une question physiologique. Une douleur extrême sans anesthésie provoque un choc neurogénique. Ton système nerveux est tellement submergé de signaux d'alerte que le rythme cardiaque s'emballe, la tension s'effondre et le cœur peut s'arrêter net. donc le patient peut mourir juste de douleur, avant même la fin de la découpe. C'est ça. Et c'est pour ça que la seule qualité d'un bon chirurgien à l'époque, c'était sa vitesse. Il fallait amputer une jambe en moins de 2 minutes, 2 minutes. sous les hurlements du patient qu'on maintenait de force. L'horreur. L'enfer sur Terre. Et puis, si le patient survivait à ça, le 3e obstacle, l'infection, venait l'achever. Justement, l'infection. Ce n'est pas juste une question de saleté ou de maison en feu. À l'échelle tissulaire, c'est plutôt une armée d'invasions microscopiques. Une armée silencieuse qui s'infiltre dans les brèches, consomme toutes tes ressources et laisse des toxines mortelles. C'est tout à fait ça. Une gangrène ou une septicémie, ça ne pardonnait pas. Et pour vaincre ces obstacles, la médecine a dû faire appel à des héros très improbables. Ce qui nous amène à des jalons historiques incroyables. Nos sources parlent des barbiers au XIIIe siècle. C'est fou. Les fameux barbiers chirurgiens. Ça m'amuse tellement. La même personne qui te coupait les cheveux ou te rasait de près pouvait te dire « Bon, on passe à l'amputation de la jambe maintenant ». C'est surréaliste aujourd'hui. Mais ça s'explique par le snobisme du monde académique de l'époque, tu vois. C'est-à-dire? Les médecins refusaient de toucher au sang. Exactement. Les médecins formés à l'université étaient des érudits, souvent des clercs d'ailleurs. Et l'Église disait que les fusions de sang étaient incompatibles avec leur statut. Le travail manuel, la chair, c'était jugé dégradant. Ah ouais. Donc il laissait le sale boulot à ceux qui avaient déjà des rasoirs bien aiguisés. Voilà, les barbiers avaient les lames et la dextérité. Ils étaient les techniciens de la chair. Incroyable. Mais heureusement, cette époque brutale a connu une révolution. Et nos notes soulignent l'année 1846. L'arrivée de l'anesthésie. Le moment « Ah absolu, non? Une révolution totale. Avec l'éther, on vient enfin terrasser le monstre de la douleur. L'éther franchit la barrière hémato-encéphalique et endort le système nerveux central. Le corps reste immobile. Donc plus de choc neurogénique. Le chirurgien a enfin du temps pour travailler? Exactement. Le temps, c'est la ressource clé. Mais il y a un grand mais. L'infection. L'armée microscopique était toujours là. Oui, les patients survivaient à l'opération sans douleur, puis mouraient de fièvre quelques jours plus tard. Et c'est là qu'entrent en scène Ignaz Semmelweis et Joseph Lister. Semmelweis, c'est celui avec le lavage des mains, c'est ça, non? C'est lui. Dans les années 1840, il a prouvé que les médecins transmettaient la fièvre puerpérale aux femmes enceintes, parce qu'il passait de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement sans se laver les mains. L'horreur. Il leur a dit de se laver les mains et ils ont refusé, non? Bah oui, c'était une insulte pour un gentleman de s'entendre dire qu'il avait les mains sales. Mais Semmelweis avait raison. Et plus tard, Joseph Lister a appliqué ça à la chirurgie avec la médecine antiseptique. En pulvérisant de l'acide pour tuer les microbes dans l'air. Voilà, de l'acide phénique. Lister et Semmelweis ont uni leurs efforts à travers le temps pour terrasser le deuxième monstre. L'infection. Donc on récapitule. La douleur est vaincue par l'éther, l'infection est écartée par les antiseptiques, et l'hémorragie... Sans l'urgence de la douleur, on peut enfin prendre le temps de clamper les vaisseaux un par un. D'accord. Mais avoir du temps nécessite d'avoir une technique irréprochable. Ce n'est pas parce que tu as le temps que tu peux faire n'importe quoi dans un corps ouvert. C'est clair. Et c'est là qu'intervient le manuel d'instruction ultime. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Nous allons entrer dans l'art de la précision. Le décodage des 7 principes de William Halsted. Ce sont les règles obligatoires au bloc opératoire
encore aujourd'hui. Halsted, à la fin du 19e siècle, a compris que le succès ne dépendait plus de la vitesse, mais d'une rigueur absolue. Il a créé l'ingénierie tissulaire moderne. Bon, on va prendre le temps de détailler ces 7 principes pour que tout soit limpide. Règle numéro 1. La délicatesse avec les tissus. Je dois avouer, comparer une opération chirurgicale à de la délicatesse, ça me paraît presque poétique, tu vois? Ça tranche avec l'image du boucher, c'est sûr. Mais la biologie ne pardonne pas la brutalité. Si un chirurgien tire violemment sur un muscle ou utilise une pince trop écrasante, il fait littéralement exploser les cellules. Ah, donc ce n'est pas juste abîmer la forme du muscle. Non, au niveau microscopique, les membranes se rompent, ça libère des toxines qui déclenchent une grosse inflammation. Le tissu meurt, il se nécrose. Et un tissu mort, j'imagine que c'est un buffet à volonté pour les bactéries? Exactement. Donc la délicatesse, c'est une règle de survie pour les cellules. Compris. Règle numéro 2, l'hémostase, donc le contrôle des saignements. Halsted disait qu'il fallait stopper la moindre goutte de sang, c'est ça? Oui. Chaque minuscule capillaire coupé doit être repéré et ligaturé. Déjà parce qu'opérer dans une mare de sang, c'est opérer à l'aveugle, tu risques de couper un nerf vital. Ce qui serait catastrophique. Et ensuite parce que le sang qui s'accumule dans une cavité forme un hématome. Et devine quoi? C'est encore un incubateur parfait pour les microbes. Ce qui nous amène logiquement au principe numéro 3, l'élimination de l'espace mort. Alors ça, quand j'ai lu l'expression espace mort, j'ai trouvé ça super glauque. Qu'est-ce qu'un espace mort exactement quand on parle du corps humain? Imagine qu'on te retire une grosse tumeur. Il reste forcément un trou, un vide anatomique à l'intérieur de toi. Ok, le cratère laissé par la tumeur. Voilà. Si on referme juste la peau par-dessus, le corps va réagir, les vaisseaux lymphatiques vont fuir et remplir ce vide avec du sérum et du sang. Ça crée une poche qu'on appelle un sérum. À bactéries. Complètement. C'est une zone aveugle pour le système immunitaire. Les globules blancs n'arrivent pas à y patrouiller, donc le chirurgien doit reconstruire la zone en cousant, couche par couche, du fond vers la surface pour oblitérer ce vide. On ne laisse aucune poche d'air ou de liquide. C'est fascinant de minutie. C'est de l'architecture interne. Ce qui rend le 4e principe indispensable, l'asepsie et l'antisepsie. Parce que si on trifouille autant à l'intérieur pour refermer ces espaces morts, il ne faut faire entrer aucun germe. Cela soulève une question importante. On parlait de l'hystère qui tuait les microbes avec des produits chimiques. Halsted, lui, est passé à l'asepsie, c'est-à-dire créer une zone stérile où les germes n'entrent carrément jamais. Mieux vaut prévenir que guérir en somme. Exactement. D'ailleurs, c'est lui qui a introduit les gants au caoutchouc, et la petite histoire est géniale, il l'a fait parce que son infirmière de bloc avait les mains brûlées par les désinfectants chimiques. Ah ouais, hein? Donc un simple geste pour protéger la peau de son infirmière est devenu le standard mondial de stérilité? C'est fou, non? Aujourd'hui, on stérilise tout à la vapeur, l'air est filtré, le bloc est une bulle pure. Super clair. On passe au 5e principe d'Halsted, l'affrontement des tissus. En gros, rapprocher les bords correctement. Moi, je voyais ça comme une simple fermeture éclair, mais j'imagine que c'est plus complexe. C'est de la communication cellulaire pure. Pour qu'une plaie cicatrice, des cellules, les fibroblastes, doivent construire un pont de collagène entre les deux bords. D'accord. Mais si tu couds de la graisse d'un côté avec de la peau de l'autre, les cellules ne se reconnaissent pas, le pont ne se fait pas. La cicatrice va lâcher à la moindre pression. Il faut aligner les tissus identiques face à face, au millimètre près. Et pour maintenir ces tissus face à face, on utilise du fil. D'où le 6e principe, la gestion de la tension des sutures. Et là, j'ai une analogie en tête. C'est un peu comme coudre 2 morceaux de soie très fines. Si tu tires trop fort, ça déchire la soie. Si c'est trop lâche, ça s'ouvre. C'est la métaphore parfaite. Si c'est lâche, la plaie s'ouvre, c'est ce qu'on appelle une déhiscence. Mais le pire, c'est quand le chirurgien serre trop fort son nœud. En pensant bien faire pour que ça tienne bien. Oui, mais en serrant trop, il crée une strangulation microscopique. Les capillaires sanguins pris dans le fil sont écrasés. Le sang ne passe plus. Et sans oxygène, la chair meurt. Exactement. C'est une ischémie locale. Le tissu se nécrose sous le fil et tout lâche. Ce qui m'amène au 7e et dernier principe, qui me pose un petit problème logique. Les notes disent maintenir l'irrigation, donc la circulation sanguine. Tout à fait. Mais attends,
Au principe numéro 2, l'hémostase, on a dit qu'il fallait bloquer tous les vaisseaux pour que ça ne saigne pas. Et là, on dit qu'il faut maintenir le sang pour que les tissus survivent. C'est complètement contradictoire. Ah, c'est le grand paradoxe, et c'est là tout l'art du chirurgien. C'est une question de réseaux collatéraux. C'est-à-dire? Tu dois clamper le vaisseau spécifique qui fuit au milieu de ton champ opératoire, d'accord? Mais tu dois absolument préserver le réseau de petits vaisseaux autour, ceux qui nourrissent la zone globale. Ah, je vois. C'est de la dentelle, en fait. C'est ça. Si tu brûles ou coupes trop de vaisseaux juste pour avoir un champ bien sec, toute la zone meurt de faim et d'asphyxie. Et comme le chirurgien ne guérit personne, Attends, comment ça, il ne guérit personne? le chirurgien répare la structure, mais c'est la biologie du patient, ses cellules, qui font la vraie guérison. Si tu affames ces cellules, même la chirurgie la plus brillante sera un échec total. Waouh. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce voyage à travers le temps est juste bluffant. On est parti d'une époque sauvage, avec des crânes percés au silex et le risque de se faire couper la main à Babylone. Ouais, une époque où opérer demandait juste de la force brute et une vitesse désespérée. Puis, on a vu l'éther terrasser la douleur en 1846. Lister et Semmelweis imposaient le lavage et l'antisepsie contre l'arrogance des médecins de leur temps. Jusqu'à cette fameuse transformation par Alsted, où la boucherie est devenue une discipline d'ingénierie tissulaire d'une élégance extrême. Ces 7 principes ont codifié le respect du vivant, tu vois? Et ce qui est vous, c'est que n'importe qui subissant une intervention aujourd'hui bénéficie de cette histoire. Si nos hôpitaux sont sûrs, c'est grâce au lavage de mains de Semmelweis et à l'élimination de l'espace mort d'Alsted. C'est l'héritage de siècles d'erreurs et de découvertes, oui. Ça me donne une pensée provocatrice pour terminer notre exploration. Quelque chose à laisser mijoter pour notre auditoire. Je t'écoupe? Il y a de voir que des pratiques anciennes, comme amputer sans se laver les mains, nous semblent d'une brutalité primitive absolue aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Eh bien, sachant que la médecine évolue sans cesse, on peut se demander quelles pratiques de nos blocs opératoires actuels sembleront être une brutalité primitive pour les médecins qui nous étudieront dans 100 ou 200 ans. C'est une excellente question. Nos scalpels en acier paraîtront peut-être barbares. Exactement. Est-ce qu'ils regarderont nos 7 règles d'or d'Alsted comme les simples balbutiements d'une époque encore bien sombre? La question reste ouverte. Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui signent un bout de papier. Un papier qui donne, au final, la permission absolue à un parfait inconnu de les ouvrir avec un scalpel. Ouais, le fameux formulaire de consentement. C'est toujours un moment particulier. C'est ça. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la grande majorité de ces personnes n'a absolument aucune idée de ce que signifient réellement les mots qui sont écrits sur ce papier. C'est vrai, on le signe un peu, on le signe à l'aveugle, quoi. Totalement. On se retrouve là, assis sur un lit, avec une blouse d'hôpital un peu trop grande, ouverte dans le dos en plus. On lit ce formulaire et c'est la panique. C'est exactement comme essayer de déchiffrer, je sais pas moi, un manuel d'ingénierie rédigé dans une langue morte. Avec du latin, du grec, c'est très intimidant. Voilà. Le cerveau bute direct sur des mots à rallonge, tu sais, remplis de suffixes bizarres, genre ectomie, tomie. On sait très bien que c'est une question de vie ou de santé, donc on s'attend à une précision scientifique, mais on se prend juste un mur linguistique gigantesque en pleine figure. C'est une situation qui rend incroyablement vulnérable. Le vocabulaire médical a cette capacité unique et, disons-le, souvent terrifiante, de transformer une action mécanique qui est, à la base, conceptuellement très simple, en une sorte d'incantation mystérieuse. Une incantation, c'est exactement le mot. Ouais, on lit ces termes et la seule chose qui résonne dans notre tête, c'est genre « Oh, mais qu'est-ce qu'on va me faire au juste ?» Et c'est pour ça que notre exploration d'aujourd'hui est si importante. On a sous les yeux un document source qui est redoutablement précis. Ça s'intitule « Modulo 3 », termes et procédures chirurgicaux. Un texte très technique, oui. Très technique. Mais notre mission, elle est radicale. On va décoder ce langage secret des blocs opératoires. L'objectif, c'est que chaque terme de ce texte devienne parfaitement limpide. Sans aucune exception. Donc, bon, décortiquons ça. Parce que l'idée, c'est vraiment de comprendre la logique brute derrière ces mots pour désamorcer l'angoisse qu'ils génèrent chez les gens. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce jargon,
Il n'a jamais été conçu pour exclure le patient ou pour l'intimider. C'est même tout l'inverse à la base. Ah ouais? Parce que ça fait vraiment l'effet inverse pourtant. Je sais, mais ce langage a été forgé pour garantir une précision absolue entre les membres d'une équipe médicale. Quand le chirurgien parle à un anesthésiste, il peut pas y avoir la moindre zone d'ombre. Chaque syllabe, chaque petit suffixe dicte une action mécanique millimétrée. C'est, avant tout, un outil de sécurité. D'accord, je comprends l'idée de la sécurité, mais avant de parler des scalpels, de ce qu'on coupe ou de ce qu'on retire, bref, avant d'aborder le comment, notre source fait un truc très intéressant. Elle commence par poser le pourquoi. Absolument, les fameuses indications. C'est ça. Le texte classe les indications chirurgicales en 5 catégories. Électives, urgentes, curatives, palliatives et reconstructives. Exactement. Et ces 5 mots, en fait, c'est l'âme de l'opération. Ils définissent l'intention et la philosophie de l'intervention bien avant que le patient ne franchisse les portes du bloc. Alors, essayons de visualiser ça. Si on imagine que le corps humain est, disons, une machine ultra complexe et que la chirurgie, c'est la mécanique. J'aime bien l'image. Prenons le premier terme, électif. Honnêtement, quand je lis chirurgie élective, j'entends le mot élection, choix. Ça sonne presque comme une option de luxe, non? Genre, je décide d'ajouter des sièges en cuir chauffant à ma voiture juste pour le plaisir. Ah, c'est le piège classique. Et c'est une confusion massive chez pas mal de gens. Beaucoup entendent électif et traduisent mentalement par facultatif ou purement esthétique. Bah oui, c'est instinctif. Sauf que détrompe-toi, c'est pas du tout ça. Dans notre texte, une chirurgie élective, ça signifie tout simplement qu'elle est programmable. Ah, programmable. Donc ça reste une vraie réparation nécessaire, en fait. Absolument. C'est une intervention qui est indispensable pour la santé ou le fonctionnement du corps, mais la grande différence, c'est que la situation n'engage pas le pronostic vital dans la minute. Ok, donc on a un peu de marge. En gros, on répare pas le moteur pendant qu'il tourne à plein régime. D'accord, je vois très bien. Donc c'est prendre rendez-vous au garage tranquillement parce qu'on sait que la courroie distribution va lâcher d'ici quelques mois. Par opposition, j'imagine, au deuxième terme, la chirurgie urgente. C'est ça. L'urgente, c'est la dépanneuse sur l'autoroute. C'est la rupture, l'hémorragie, la crise immédiate. Là, il n'y a plus de calendrier, la priorité, c'est la survie immédiate. La biologie impose direct son rythme à l'hôpital. C'est super clair. La dépanneuse, ouais. Maintenant, si on avance dans la liste, on tombe sur un duo très intéressant, les indications curatives et palliatives. Et là, j'ai l'impression qu'on quitte un peu la mécanique automobile pour entrer dans le domaine de la plomberie. De la plomberie. Vas-y, explique. Si j'ai un énorme dégât des eaux chez moi, la démarche curative, c'est le plombier qui arrive, qui trouve le tuyau percé, le coupe, le remplace, et hop, le problème est définitivement réglé. La cause de l'inondation a disparu. Ouais, jusque-là, ça marche. En revanche, la démarche palliative, pour moi, ce serait juste de mettre un gros seau sous la fuite. On empêche le sol d'être ruiné, on gère le symptôme, mais la fuite est toujours là. Est-ce que c'est une bonne façon de le voir ? C'est. L'image du seau d'eau est intéressante pour comprendre la différence de but, je t'accorde. Mais je vais te pousser à aller un peu plus loin, parce que la biologie, c'est quand même bien plus complexe que du PVC. Ouais, j'imagine bien. La chirurgie curative vise effectivement l'éradication totale de la maladie. On retire le problème, on est guéri, comme ton tuyau neuf. Mais le terme palliatif est super souvent mal compris, et surtout très chargé émotionnellement. C'est vrai qu'on l'associe presque toujours aux soins palliatifs, donc à la fin de vie. Exactement. Pourtant, en chirurgie, placer ce fameux seau d'eau demande une expertise incroyable. Comment ça? Qu'est-ce que le chirurgien fait concrètement si c'est pas pour réparer la fuite? En fait, il modifie l'environnement interne pour que le corps puisse supporter la fuite. Imaginons, je sais pas, une masse impossible à retirer car elle entoure des vaisseaux vitaux. Le chirurgien peut pas être curatif. Il peut pas juste l'enlever, ouais. Voilà. Mais cette masse écrase un nerf et provoque une douleur atroce. La chirurgie palliative va consister à l'intervenir chirurgicalement pour, par exemple, dévier la pression ou sectionner la voie de la douleur. On guérit pas la maladie source, d'accord, mais on restaure radicalement la qualité de vie. Ah ouais. C'est pas juste poser un seau, en fait. Non, non. C'est repenser l'architecture de la maison pour que l'inondation ne détruise pas le quotidien du patient. Waouh. Vu comme ça redonne vraiment ses lettres de noblesse au terme palliatif. C'est une intervention de confort extrême, presque de la survie psychologique. C'est exactement ça. Bon, il nous reste un 5e terme pour le pourquoi. La chirurgie reconstructive.
Alors là, si on garde ta métaphore du bâtiment, la reconstructive, c'est faire intervenir les maçons et les plâtriers après le passage destructeur du plombier. Ok, on répare les murs. Voilà. L'objectif est de restaurer l'anatomie normale et la fonction d'une structure qui a été altérée, que ce soit par une maladie, un accident ou même une chirurgie précédente. C'est pas juste faire joli, hein, c'est redonner son intégrité mécanique au corps. Et si on relie ça à une vision plus globale, Ouais. ces 5 mots dictent en réalité toute la logistique d'un centre médical. Comprendre ces 5 mots, c'est comprendre comment les hôpitaux trient les priorités, comment ils gèrent leurs lits, leurs blocs et préparent leurs équipes. Donc si on résume, élective, urgente, curative, palliative, reconstructive, c'est littéralement la boussole de l'opération. La boussole, oui. Le pourquoi absolu. Bon, l'intention est posée, le cap est clair, mais une fois que le patient est endormi sur la table, le chirurgien a le scalpel en main. Et là, notre document source change carrément de registre. On passe à l'action. C'est ça. On passe aux actions physiques, avec ces fameux termes techniques qui font si peur. Notre texte liste d'abord les mots liés aux coupes et au retrait. D'un côté, on a le suffixe tomie pour les incisions, et de l'autre, le suffixe ectomie ou le mot exérèse pour les retraits. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je te sens venir avec une nouvelle analogie. Bah oui. Essayons de démystifier ça. Si je reprends ma maison, la tomie, j'imagine que c'est l'action de simplement insérer la clé et d'ouvrir la porte d'entrée, ou alors d'ouvrir grand une fenêtre juste pour regarder à l'intérieur d'une pièce et y glisser un outil. On crée juste un accès. D'accord. Alors que l'ectomie ou l'exérèse, c'est le moment où on prend le vieux canapé du salon, on le soulève et on le jette définitivement sur le trottoir. On expulse un élément de la maison. C'est la bonne dynamique. C'est visuellement très parlant, ouais. Prenons la tomie d'abord. La racine vient du grec ancien pour couper. Donc, dès qu'un terme finit par tomie, ça annonce une incision. L'ouverture de la porte. C'est ça. Mais biologiquement, c'est un acte hyper calculé. Le chirurgien sait qu'il crée un traumatisme contrôlé juste pour accéder à une zone en ayant la certitude absolue que cette ouverture pourra être refermée et cicatrisée ensuite. Ce qui est capital à retenir ici, c'est l'impact psychologique de ce petit suffixe. L'impact psychologique, c'est-à-dire Réfléchis. Si on t'annonce que tu vas subir une intervention qui se termine par ectomie, ça devrait presque être un soulagement sur un point très spécifique. On ne va rien t'enlever. Ah, ouais, vu comme ça. Tes organes, tes tissus, tout reste en place. On ouvre, on explore, on traite ce qu'il y a à traiter et on referme la porte à clé. L'intégrité de ton mobilier interne est préservée. Ce qui n'est absolument pas le cas avec l'ectomie, du coup. Ah non, pas du tout. Ajouter ectomie à la fin du mot, ça change radicalement les enjeux. C'est le retrait, l'ablation définitive. On jette le canapé? On jette le canapé. Et le mot exérèse, qui est aussi bien mis en évidence dans notre texte, c'est un synonyme parfait pour décrire cette extirpation. Mais il faut bien comprendre un truc. En biologie, quand on retire une pièce, le corps tout entier doit s'adapter à cette absence. L'équilibre global est modifié. L'atomie crée un passage temporaire, l'ectomie retire définitivement une partie du problème, mais oblige le corps à compenser. C'est quand même fascinant de voir comment, juste 5 ou 6 lettres à la fin d'un mot peuvent définir si tu te réveilles avec toutes tes pièces d'origine ou non. C'est le pouvoir du langage chirurgical. Mais attends, la chirurgie, c'est pas juste jouer les bûcherons ou les déménageurs de canapé. J'imagine que le chirurgien passe pas son temps à juste ouvrir ou jeter des choses. Le vrai défi, c'est la réparation, non? C'est même là que se trouve la véritable virtuosité technique. Modifier, adapter et réparer l'anatomie. C'est tombe bien. C'est la 3e grande partie de notre source. Les termes liés aux modifications. On y trouve ostomie pour les nouvelles ouvertures, anastomose pour les unions et plastie pour les remodelages. Mais là, stop. Faut qu'on s'arrête 2 secondes parce que j'ai un vrai blocage logique avec le premier terme. Vali, dis-moi. On vient juste de dire que tomie signifiait couper pour ouvrir. Ok? Ouais. Et là, le texte me parle de ostomie pour désigner une, je cite, nouvelle ouverture. Attends, on a juste ajouté un O et un S. Une coupe, ça fait une ouverture, non? C'est un doublon ce truc. Ah. Cela soulève une question importante et c'est une excellente confusion. Tu mets le doigt sur une erreur d'interprétation qui est ultra fréquente. Mais la nuance est vitale. Je t'écoute. Comme on vient de le voir, ménatomie, c'est une ouverture temporaire. On ouvre la porte, on fait le boulot, on referme la porte, on recoud. Une ostomie, en revanche, c'est la création chirurgicale d'une ouverture qui est conçue pour rester ouverte. Ah, d'accord. La racine vient du grec stoma, qui signifie bouche.
Le chirurgien crée littéralement une nouvelle bouche artificielle. Donc on referme jamais. Non, on referme pas. Pour utiliser ton analogie immobilière de tout à l'heure, l'atomie, c'est ouvrir une fenêtre existante. L'ostomie, c'est prendre un marteau-piqueur, percer un gros trou dans un mur porteur en briques et y installer un conduit permanent vers l'extérieur. Waouh! C'est violent dit comme ça. Ça l'est d'un point de vue physiologique. Le défi biologique est immense parce que le corps humain, il a horreur du vide. Sa réaction naturelle à un trou, c'est de vouloir le cicatriser, le boucher à tout prix. Pour réussir une ostomie, le chirurgien doit forcer et suturer les tissus d'une manière très spécifique pour dire au corps « Non, cette nouvelle porte doit rester ouverte en permanence ». C'est brillant. La différence entre ouvrir une porte et casser un mur pour créer un nouveau passage. Ok, mon blocage est levé. Bon, passons au terme suivant de la liste. Anastomose, qui définit les unions. Le fameux raccordement. Voilà. Donc, si on revient à notre bon vieux plombier. L'anastomose, c'est mettre un raccord. J'ai 2 bouts de tuyau séparés, je mets un beau joint bien étanche entre les deux, je serre bien avec ma clé molette, et paf, le fluide circule de nouveau, sans fuir partout dans la maison. C'est ça l'anastomose. C'est l'idée générale de la plomberie, oui, de joindre 2 structures tubulaires. Mais comparer un chirurgien à un plombier sur une anastomose, c'est ignorer le plus grand défi de cette procédure. La matière est vivante. Et qu'est-ce que ça change concrètement au moment de faire le raccord? Tout. Un plombier utilise de la colle ou serre un écrou en métal. Plus il serre fort, plus c'est étanche, on est d'accord. Bah oui, logique. Sauf que dans le corps humain, les tuyaux, genre les vaisseaux sanguins ou les intestins, ont besoin de sang pour survivre. Si le chirurgien serre ses fils de suture trop fort pour éviter les fuites, il coupe la circulation sanguine aux extrémités du tissu. Aïe. Et oui, le tissu s'asphyxie, il meurt, c'est ce qu'on appelle la nécrose, et là, l'union lâche complètement. Ah ouais, c'est le désastre absolu en fait. C'est la pire complication, donc l'anastomose, c'est un équilibre terrifiant. Le chirurgien ne colle pas les tuyaux, il les positionne juste l'un contre l'autre avec une tension chirurgicalement parfaite. Ni trop lâche pour pas que ça fuit, ni trop serré pour pas tuer le tissu. Et ensuite, il compte sur la biologie du corps, sur la cicatrisation naturelle pour véritablement fusionner et sceller cette union au fil des jours. C'est de la soudure biologique à haut risque. C'est le corps qui finit le travail. C'est fou d'imaginer qu'à la fin, c'est notre propre corps qui fait le travail final d'étanchéité. Le chirurgien ne fait que préparer le terrain. Exactement. D'accord. Le dernier terme de notre liste, c'est la plastie, définie comme un remodelage. Si l'anastomose, c'est pas tout à fait de la plomberie, la plastie, pour moi, ça évoque plutôt le travail d'un sculpteur sur de l'argile. Ah, on passe aux arts plastiques. Ouais. On prend une forme existante, on la pétrit, on la modifie pour l'améliorer, sans chercher à enlever ou rajouter des gros morceaux. On optimise la forme. La métaphore du sculpteur est très juste, à condition de se rappeler encore une fois qu'on sculpte du vivant. La racine grecque plastos signifie former ou mouler. La plastie, c'est vraiment l'art de modifier la forme d'une structure pour restaurer sa fonction mécanique ou parfois son esthétique. Donc, contrairement à l'ectomie, on jette toujours pas le meuble. Non, on le restaure. On modifie les angles d'une articulation pour qu'elle puisse bouger de nouveau sans douleur, par exemple. Ou on remodèle un cartilage dans le nez pour faciliter le passage de l'air. C'est de la pure ingénierie de l'existant. C'est vraiment impressionnant. Faisons un petit arrêt sur image là. Si je reprends la promesse du début et notre document source, le contrat me semble rempli. On a fait le tour, oui. On a exploré les intentions. Électives, urgentes, curatives, palliatives et reconstructives. Le pourquoi de la chirurgie. Et ensuite, on a décodé la mécanique de précision. Atomie pour ouvrir la porte temporairement, ectomie ou exérèse pour expulser un élément, ostomie pour créer un nouveau passage permanent, l'anastomose pour faire de la soudure biologique sur nos tuyaux internes et la plastie pour sculpter le vivant. Chaque mot de ce texte a été passé au microscope. Et le plus important, je trouve, c'est que la logique sous-jacente est apparue. Ce n'est plus un mur de mots grecs impénétrables, c'est un vrai manuel d'architecture corporelle. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final ? On réalise qu'une opération, même la plus intimidante du monde, c'est simplement une équation à 2 variables. On a une intention de départ, on a programmé l'intervention où c'est l'urgence absolue, et on y additionne une action mécanique très spécifique. On ouvre, on retire, on raccorde ou on remodèle. C'est une belle façon de le synthétiser. Quand on lit un compte-rendu médical avec des mots à rallonge, il suffit en fait d'isoler le suffixe. Et soudain, le brouillard se lève.
c'est plus de la magie noire médicale, c'est juste un plan de rénovation extrêmement détaillé de notre propre maison. Sachant que ce langage a été conçu, comme on l'a dit, pour éliminer toute ambiguïté technique entre les médecins. Ça soulève une réflexion intéressante pour nous tous. Laquelle? Est-ce que le simple fait de comprendre ces mots, de transformer un jargon intimidant en un simple concept de plomberie ou de menuiserie, comme tu l'as fait aujourd'hui, est-ce que ça pourrait pas réellement diminuer la peur et l'anxiété des patients avant de se faire opérer? Clairement, la connaissance, c'est une forme de contrôle. Exactement. Et je me dis que peut-être la clarté du langage, le fait qu'on nous explique ces mots simplement, ça pourrait être le premier véritable acte de guérison, avant même le premier coup de scalpel. C'est une pensée super puissante. La clarté remplace la panique. Le soin commence par les mots. Mais tout ça me pousse à une dernière réflexion, un peu différente, tu vas voir. Dis-moi. On vient de voir que ce langage s'appuie sur des racines grecques et latines, vieilles de plusieurs millénaires, n'est-ce pas? Tout ça pour décrire le travail précis des mains humaines. Oui, l'étymologie est très ancienne. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et surtout les bras robotiques qui prennent de plus en plus de place dans les blocs opératoires, est-ce que ces suffixes antiques vont survivre? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que les machines de demain, qui opéreront peut-être de manière autonome, vont finir par inventer leur propre langage chirurgical? Une nouvelle forme de code binaire totalement imprononçable par nous les humains. Ce serait quand même hyper ironique qu'après avoir enfin réussi à décrypter le jargon des chirurgiens, les robots en créent un nouveau qu'on comprendra plus du tout. Ça, c'est une perspective qui donne le vertige. À méditer. À méditer, ouais. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des mots du bloc opératoire. On espère que la prochaine fois que vous verrez un terme en ectomie, vous ne paniquerez plus. À la prochaine pour une nouvelle exploration. Quand on observe un scalpel chirurgical qui sort tout juste de son emballage, sous la lumière du bloc opératoire, il a l'air vraiment immaculé, genre parfaitement lisse, brillant, sans le moindre défaut. Ouais, c'est l'impression que ça donne, c'est clair. Sauf que, à l'échelle microscopique, ce même petit morceau de métal, c'est une véritable jungle. C'est grouillant de millions d'organismes invisibles. Et c'est pas un simple coup de pchit désinfectant qui va changer grand-chose, en fait. Ah bah non, un coup de spray de cuisine, ça suffit vraiment pas pour le coup. C'est ça. Pour que cet outil puisse frôler un organe humain pendant une opération, il va devoir traverser un véritable enfer. On parle de vapeur sous très haute pression, de gaz toxiques ultra redoutables ou même carrément de radiation massive. Ouais, c'est le prix à payer pour notre survie en gros. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette exploration en profondeur plonge au cœur de cette guerre invisible que la médecine moderne mène contre les microbes. Notre mission, là, c'est de décortiquer tout l'arsenal de l'hygiène sanitaire, des concepts de base jusqu'aux méthodes de stérilisation les plus extrêmes, histoire de bien comprendre comment on arrive à sécuriser le corps humain. Et cette guerre, elle commence par un truc super basique mais non négociable, c'est la précision du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est-à-dire... En fait, dans la vie de tous les jours, on a vachement tendance à utiliser des mots comme nettoyer, désinfecter ou stériliser de manière complètement interchangeable. Ouais, c'est vrai, genre je nettoie ma table et je dis qu'elle est stérile, quoi. Exactement. On achète un spray au supermarché, on passe un coup d'éponge et hop, la cuisine est stérile. Sauf qu'en médecine, cette approximation, elle s'arrête net. Chaque terme, il correspond à un protocole clinique hyper strict. Un niveau de destruction bien précis, en somme. C'est tout à fait ça. Confondre ces mots dans un bloc opératoire ou aux urgences, c'est pas juste une petite erreur de français. C'est une faille de sécurité énorme qui peut direct coûter la vie d'un patient. Je suis vraiment catégorique là-dessus. D'accord, donc posons les fondations tout de suite. Avant de sortir l'artillerie lourde, il faut connaître le terrain. Dans nos sources, on détaille 4 grands piliers pour gérer les microbes. L'asepsie, l'antisepsie, la désinfection et la stérilité. Ouais, les 4 grands classiques. Du coup, comment on sépare ces concepts d'un point de vue purement mécanique, si on veut vraiment piger la logique? On peut diviser ça en 2 grandes catégories. La prévention d'un côté et la destruction de l'autre. Ok, la prévention d'abord. Voilà. L'asepsie, c'est la prévention pure et dure. C'est un bouclier, en fait. Mécaniquement, ça regroupe toutes les méthodes pour empêcher les microbes de rentrer dans un environnement qui est censé être propre. Genre mettre un masque, des gants. Ouais, porter des gants stériles, filtrer l'air d'une salle d'opération. Là, on ne tue rien. On dresse juste des barrières physiques pour que le pathogène n'entre jamais en contact avec la zone vulnérable. D'accord, donc le bouclier est en place, avec l'asepsie. Mais bon, si le chirurgien doit faire une incision sur la peau du patient, le bouclier, ça suffit plus. Faut éliminer ce qui est déjà sur la peau. Exactement. C'est là qu'intervient l'antisepsie, c'est ça?
Tout à fait. L'antisepsie, là, on passe à l'action de destruction chimique. Mais avec une grosse contrainte. Ça s'applique exclusivement sur des tissus vivants. Ok, la peau, les muqueuses, ce genre de choses. Voilà, les plaies aussi. Le but, c'est de tuer les micro-organismes ou au moins de bloquer leur croissance, mais, et c'est super important, sans détruire les cellules humaines autour. Faut pas brûler la peau du patient, quoi. C'est un équilibre chimique super délicat, ouais. Donc on utilise des antiseptiques, genre l'alcool iodé ou la chlorhexidine, avant de faire une prise de sang. On élimine la menace locale tout en préservant le tissu vivant. Bon, ça c'est pour le vivant. Mais si je dois nettoyer une table d'opération en métal ou le sol de l'hôpital, j'imagine qu'on s'en fout d'être délicat. Ah bah là, complètement. Et c'est là qu'on passe à la désinfection. D'accord. La désinfection, c'est une destruction qui cible uniquement les surfaces inanimées ou les objets. Les murs, le sol, le mobilier médical. L'agent chimique est beaucoup plus agressif parce qu'il n'y a pas de cellules vivantes à protéger. Donc on frappe plus fort. Ouais. Le but mécanique, c'est de réduire drastiquement la charge microbienne. On ramène le nombre de pathogènes à un niveau sans danger. Mais, et ça c'est fondamental, la désinfection, ça ne détruit pas tout. Ah bon. Il reste des survivants. Bah oui, ça laisse survivre certaines formes bactériennes qui sont vraiment très coriaces. Ce qui nous amène direct au dernier terme de notre liste, la stérilité. Pour bien visualiser le truc, dis-moi si mon analogie est bonne. Si la désinfection, c'est comme passer l'aspirateur, le balai et la serpillière dans une maison, à la fin c'est super propre. Ouais. On a enlevé 99% de la saleté, on peut y vivre. Mais la stérilité, ce serait un état où on a genre littéralement vidé la maison de chaque grain de poussière, jusqu'au tout dernier acarien sans exception. Le zéro absolu. C'est une excellente analogie. Le zéro absolu, c'est vraiment la seule définition valable pour la stérilité. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, c'est mathématique, c'est binaire. Soit un objet est stérile, soit il l'est pas. Le concept de presque stérile, ça n'existe pas en médecine. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune forme de vie, zéro, nada. Absolument zéro, à 100%. Et ça inclut ce qu'on appelle les spores. Les spores C'est quoi exactement? C'est comme des bunkers biologiques en fait. Certaines bactéries, quand elles se sentent agressées, elles s'enferment dans une coque ultra résistante. Et ce truc survit au chaud, au froid et même aux désinfectants classiques. Ah ouais, l'enfer. C'est ça, donc la stérilité exige la destruction de ces bunkers. Et c'est indispensable pour tout objet qui va rentrer dans le corps, genre un cathéter ou un scalpel. Donc, pour résumer l'extérieur, on dresse des murs avec l'asepsie, on nettoie la peau avec l'antisepsie, on sécurise la salle avec la désinfection et on exige le zéro absolu pour les outils avec la stérilité. T'as tout résumé, ouais. Mais bon, les microbes sont malins. Ils sont opportunistes. Il se passe quoi quand cette barrière cède? Quand le pathogène réussit à s'infiltrer et que l'infection se propage à l'intérieur du corps du patient? Bah là, l'approche physique de surface, ça marche plus du tout. On peut pas passer un coup d'éponge dans le sang. C'est clair. Donc, on passe à la guerre chimique interne, les fameux antibiotiques. En avant, deux stratégies majeures pour cette contre-attaque. Le traitement empirique et la thérapie guidée. Alors ce terme de traitement empirique, ça sonne presque comme de l'improvisation, non? Je trouve que ça soulève un dilemme hyper intéressant. Comment ça? D'un côté, t'as un patient aux urgences dont l'état se dégrade d'heure en heure. De l'autre, on sait que la méthode scientifique idéale, la thérapie guidée, ça demande de prélever la bactérie, de la faire pousser en labo, pour l'identifier. Ouais, ça prend des jours. Exactement, le temps c'est un luxe qu'on n'a pas. Du coup, ce traitement empirique, est-ce que c'est juste un tir à l'aveugle dicté par la panique de l'urgence? Alors non, pas du tout. C'est pas un tir à l'aveugle, c'est plus une déduction éclairée. Ou on pourrait appeler ça un tir de barrage statistique. D'accord, un tir de barrage statistique. Prenons une méningite foudroyante, par exemple. Si tu attends 48 heures pour avoir les résultats du labo, tu condamnes le patient. C'est aussi simple que ça. Le médecin doit frapper fort et tout de suite. Donc il se base sur quoi s'il n'a pas les résultats de test? Il se base sur des données épidémiologiques super rigoureuses, en fonction de l'âge du patient, de ses symptômes, d'où il habite. Les stats disent que dans 85% des cas, ce type d'infection est causé par telle ou telle famille de bactéries. Ah, je vois. Donc il administre direct un antibiotique à large spectre pour balayer ces familles suspectes. C'est vraiment l'équivalent d'un filet de pêche géant, en fait. On lance très large pour être sûr d'attraper le prédateur, le temps de sauver les organes vitaux. Ouais, l'image du filet est bonne. Mais parce qu'il y a un mais, ce filet géant, il a un coût. L'antibiotique à large spectre, il va détruire la mauvaise bactérie, oui, mais il va aussi raser une grosse partie de la bonne flore bactérienne du patient. Les dommages collatéraux, quoi.
C'est ça. Et en plus, cette utilisation massive, c'est ce qui crée la résistance globale aux antibiotiques. C'est pour ça que le traitement empirique, ça doit rester une transition. Une solution d'attente. Voilà. En fait, dès que le patient arrive, avant même de lancer ce filet géant, on lui fait des prélèvements. On envoie nos éclaireurs au labo. Et c'est là que la thérapie guidée entre en jeu, notre arme de précision. Exactement. Au labo, ils mettent l'échantillon dans une boîte de pétri avec des nutriments. Le but, c'est de forcer la bactérie à se multiplier pour voir qui elle est. C'est ce qu'on appelle la culture. Et une fois qu'elle l'a poussée, on fait quoi? On fait un antibiogramme. En gros, on dépose sur cette culture plein de petits disques imprégnés de différents antibiotiques. On attend quelques heures et on regarde. Et on voit quoi visuellement? Autour de certains disques, la bactérie continue de pousser peinarde. L'antibiotique a complètement échoué. Mais autour d'autres disques, tu as une zone parfaitement claire, un halo où rien n'a survécu. Ah! Le point faible est trouvé. C'est ça? Le labo vient de trouver la faille exacte, donc on passe du tir de barrage à une frappe chirurgicale. Le médecin arrête le large spectre et donne la molécule spécifique. Donc l'empirique sauve dans l'urgence et la thérapie guidée assure la vraie guérison sans tout bousiller au passage. La synergie parfaite. Voilà, c'est le combo idéal entre l'urgence et la rigueur scientifique. Bon, les antibiotiques gèrent le chaos à l'intérieur du corps. Mais si on fait un pas en arrière, la meilleure façon de ne pas utiliser d'antibiotiques, c'est quand même de s'assurer que l'outil chirurgical introduit pas ces bactéries dès le départ. Ah oui, c'est la base de la prévention. On en revient à notre stérilité. Le zéro absolu pour les scalpels, les pinces. Et pour y arriver, les hôpitaux déploient un arsenal digne de la science-fiction. Les sources divisent ça en 3 catégories: physique, chimique et radiologique. Ouais, l'approche physique, c'est la plus ancienne. Ça s'appuie à fond sur la chaleur. T'as le passage à la flamme, la chaleur humide avec l'autoclave et la chaleur sèche avec le four Poupinel. Le passage à la flamme, bon, on visualise bien. On crame la surface, c'est brutal. Mais pour les machines, la physique est fascinante. L'autoclave, avec sa chaleur humide, ça fait vraiment penser à une grosse cocotte minute. C'est exactement le même principe mécanique. Et le Poupinel, c'est un four de cuisine poussé à l'extrême. Mais pourquoi on a besoin de 2 chaleurs différentes, humides et sèches? La différence, elle est dans la façon de détruire la cellule. L'autoclave, c'est vraiment le roi des hôpitaux. Il utilise de la vapeur sous pression dans une cuve blindée. Du coup, la température monte à 121 ou 134 degrés Celsius. Bien au-dessus de l'ébullition normale de l'eau. Exactement. Et l'avantage de cette humidité, c'est que ça pénètre super vite la bactérie. Ça va faire coaguler ses protéines, Coagulé. genre comme un œuf dur. Ouais, très bon exemple. Le blanc d'œuf liquide qui devient dur quand tu le cuis, c'est pareil. L'architecture de la bactérie se fige et elle meurt sur le coup. C'est radical. Mais du coup, la chaleur sèche du Poupinel, l'air chaud pénètre moins bien, non? Beaucoup moins bien. C'est pour ça que le Poupinel prend plus de temps. L'air sec, il coagule pas, il oxyde. Il brûle la bactérie à petit feu, jusqu'à en faire de la cendre microscopique. Faut montrer à combien du coup? Autour de 160 à 170 degrés pendant 1 heure ou 2. On l'utilise surtout pour les poudres, les huiles ou le verre qui supportent pas l'humidité. Mais attends, il y a un énorme obstacle logique là. Vas-y. Coagulé ou oxydé, c'est super pour l'acier ou le verre. Mais la médecine moderne, c'est bourré de plastique fragile et mon chat. Des cathéters, des caméras endoscopiques pleines d'électronique. Si je mets un tuyau en plastique dans ta cocotte minute à 134 degrés, ils font direct, ça devient une flaque. Bah oui, c'est le grand paradoxe de l'ingénierie médicale. Comment on stérilise un truc qui supporte pas la chaleur? Du coup, on change d'arme. Voilà. On passe à la chimie. Les sources citent le gaz d'oxyde d'éthylène, les pastilles de formaldéhyde et le glutaraldéhyde liquide. Des attaques moléculaires, quoi. Mais comment un gaz peut tuer tout le monde sans chauffer le plastique? L'oxyde d'éthylène, c'est fascinant. C'est un gaz toxique, mais hyper subtil. Tu mets le matos en plastique dans une chambre étanche à température ambiante et tu injectes le gaz. Il va partout. Partout. Il a une capacité de pénétration dingue. Il traverse les emballages, il rentre dans les pores du plastique. Et au niveau moléculaire, il fait ce qu'on appelle une alkylation. C'est-à-dire? En gros, il se fixe sur l'ADN de la bactérie et la bloque. Elle peut plus se reproduire, elle peut plus se nourrir, elle meurt. Et ton plastique ressort intact. Le formaldéhyde fait à peu près pareil en gaz et le glutaraldéhyde, c'est pour des bains chimiques à froid. Donc on a la chaleur, les gaz toxiques, il reste la dernière frontière, la radiation. Ça fait vraiment physique quantique. Les sources séparent les rayons ionisants et non ionisants. Ah ouais, les échelles n'ont rien à voir. Les rayonnements ionisants, genre les rayons gamma, c'est de l'industrie lourde. On n'installe pas ça dans l'arrière-salle d'une petite clinique. J'imagine bien.
C'est des usines entières. C'est ça. C'est pour les fabricants de seringues ou de fils de suture. Le génie des rayons gamma, c'est leur pouvoir de pénétration. La seringue est déjà emballée dans son plastique et son carton hermétique. Ah, on stérilise à travers la boîte. Exactement. Le carton passe sur un tapis roulant, il se fait bombarder par des rayons gamma hyper énergétiques, la radiation traverse tout, déchiquette l'ADN vivant et ressort. Donc le produit est stérile après avoir été scellé. C'est génial, parce que c'est la garantie absolue qu'aucune bactérie s'est déposée au dernier moment. La seringue reste dans son sarcophage jusqu'à l'hôpital. C'est le top de la sécurité. De l'autre côté, t'as les rayonnements non ionisants, les fameux rayons UV bleutés dans les blocs opératoires. Ils sont super connus, ceux-là. Mais ils ont une grosse limite, non? Une limitation physique incontournable. Leur longueur d'onde a beaucoup moins d'énergie. Ils sont parfaits pour purifier l'air ou une surface plane, mais ils ne traversent pas la matière. Donc la moindre poussière. La moindre poussière, le moindre repli de drap, ça fait une zone d'ombre. Et l'ombre, c'est un bouclier anti-radiation parfait pour le microbe. Si la bactérie est à l'ombre, l'UV ne lui fera rien du tout. L'ombre comme abri anti-aérien, c'est faux. Bon, l'arsenal est terrifiant, autoclave, gaz mutagène, rayons gamma. Mais bon, une machine, ça tombe en panne. Ça, c'est sûr. Si l'autoclave chauffe pas assez, ou s'il manque du gaz, le cycle se termine, l'outil a l'air propre, mais il grouge de pathogènes. Et le patient risque sa vie. Comment l'hôpital peut prouver que ça a vraiment marché? C'est la ligne de front finale, les méthodes de contrôle. En médecine, on ne fait jamais confiance à une machine aveuglément. On a 3 niveaux de vérification. Physique, chimique et le boss final, biologique. Le physique, j'imagine que c'est de regarder les cadrans de la machine, hein. Ouais, on regarde le thermo de bord, horloge, thermomètre, manomètre de pression. On vérifie que la cuve a bien touché ses 134 degrés. Sauf que c'est comme regarder la jauge de température de sa voiture. Ça te dit que le moteur est chaud, mais ça te dit pas si la chaleur a réussi à rentrer à l'intérieur des paquets empilés dans la machine. Exactement, c'est la grosse limite. C'est pour ça qu'on rajoute le contrôle chimique. On utilise des rubans témoins, des bandes adhésives avec une encre spéciale. On les colle sur et à l'intérieur des paquets avant de fermer l'autoclave. Ah, c'est le même principe que le petit thermomètre pop-up qu'on met dans le poulet rôti au four. Quand la viande est cuite à cœur, il change de couleur. C'est totalement cette dynamique, mais avec une précision implacable. L'encre de ces rubans, elle change de couleur, genre de jaune à noir, uniquement si elle a reçu la combinaison parfaite de chaleur, de vapeur et de temps. Donc si l'infirmière ouvre le paquet et que le ruban est resté jaune. Alerte rouge immédiate. Ça veut dire qu'une bulle d'air a bloqué la vapeur, tout le matériel est considéré comme contaminé et repart au lavage. Verdict visuel instantané. C'est ingénieux. Mais nos sources gardent la méthode la plus radicale pour la fin. Le contrôle biologique, la référence absolue. Franchement, ça défie l'intuition. Ah ça oui. On utilise des petits flacons pleins de bactéries super résistantes. Est-ce qu'on est vraiment en train de mettre les organismes les plus tenaces de la planète volontairement dans la machine de l'hôpital, juste pour voir? Ouais, c'est l'ultime épreuve de force. Et la logique derrière, elle est brillante. On prend pas n'importe quoi. Pour l'autoclave, on prend des spores de Geobacillus theathermophilus. Rien que le nom, ça fait peur. C'est une bactérie qui adore la chaleur extrême. C'est son milieu naturel. On prend ce flacon d'ennemi, on le met au centre du paquet le plus dense, là où la chaleur a le plus de mal à arriver. Le pire scénario possible. Et on lance l'enfer. 134 degrés, pression max. On lance. À la fin, on récupère le petit flacon, on l'envoie au labo. Ils brisent une capsule de nutriments dedans et ils le mettent bien au chaud dans un incubateur pendant 48 heures. Ils essayent de les ressusciter, en fait. C'est ça. Et là, le verdict tombe. Si le liquide reste parfaitement limpide, c'est que personne n'a réussi à se reproduire. Elles sont toutes mortes. C'est la preuve mathématique du zéro absolu. Si la machine a tué cette bactérie increvable, on est sûr à 100% que les pathogènes normaux ont été pulvérisés. C'est la garantie biologique irréfutable, ouais. Le matériel est déclaré stérile avec une certitude absolue. C'est un niveau de rigueur vertigineux quand même. Si on rassemble toutes les pièces, l'ampleur de la bataille est dingue. On érige des boucliers, on préserve les tissus, on traque le zéro absolu, on balance des antibiotiques en urgence, puis on affine avec la culture en labo, on utilise des cocottes minutes géantes, des gaz qui ciblent l'ADN, des rayonnements industriels, et à la fin, on utilise le crash test bactérien pour vérifier. Ouais, tout cet édifice, ça montre bien que face au microscopique, l'à peu près est tout simplement mortel. C'est des décennies de science pour maintenir l'illusion qu'on maîtrise notre environnement. Et justement, en prenant un peu de recul, ça soulève une dernière question
assez troublante. On déploie des armes de destruction massive, antibiotiques, gaz mutagènes, pression de fou, pour créer des environnements sans aucune faille. Ouais. Mais en traquant la moindre vulnérabilité et en forçant ces microbes à s'adapter à des conditions toujours plus extrêmes, est-ce qu'on n'est pas, sans le vouloir, en train d'agir comme une gigantesque cocotte minute évolutive? Ah, tu veux dire en sélectionnant les plus forts? Exactement. L'hygiène clinique extrême d'aujourd'hui est peut-être en train de forger les superpathogènes invincibles de demain. Une course aux armements sans fin dont on dicte nous-mêmes le rythme en exigeant le zéro absolu. De quoi voir les choses un peu différemment la prochaine fois qu'on passera les portes des urgences.